Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'un très cher invité. Bonjour à tous. Bonjour. Il va nous présenter aujourd'hui sa Jaguar XF. All I see is signs, all I see is dollar signs. Money on my mind, money on my mind. Throw it up, watch it fall from the sky. Throw it up, watch it all fall out. Pull it up, that's how we ball out. Throw it up, watch it all fall out. Jaguar XF de 2010, phase 1 en essence, donc V6 3 litres, le V6 Ford, finition extérieure nuit étoilée, intérieur beige. On peut vous montrer. Ouais. De magnifiques intérieurs. Très bel intérieur beige. Voiture de 2010, donc comme je disais, dernière phase 1, elle a 100 000 km, voiture très agréable à conduire. Le couple moteur-boîte automatique, donc boîte cadre d'huile, 6 vitesses est excellent, c'est très fiable. Ça consomme un peu, le moteur atmosphérique forcément dit pas le plus efficient du monde, mais un plaisir à conduire et à entendre surtout. Et voilà un peu ce qu'on peut dire sur... T'es un peu un puriste. Ouais. Moi mon détail préféré c'est la coque de pigeon qui est juste ici. Ça rajoute un petit cachet, je trouve. C'est ça. Avec les deux pots, elle est pas mal. Ouais. Donc 2 lignes pour chaque ligne du V6. Et puis moi, un angle que j'aime beaucoup, c'est les 3 quarts arrière. Parce qu'effectivement, on voit le travail qui a été fait par Ian Callum, qui est le designer d'Aston Martin. Et donc en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir de cassure au niveau de la balle de coffre. Donc d'avoir ce qu'on appelle une sweep tail. C'est ce qu'on a par exemple sur les Mustangs finition sweep tail. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une courbe continue, sans brisure, d'avoir en fait un arrière de coupé, ce qui explique la longueur, pas la plus pratique, puisqu'on est sur 5 mètres de long, sachant qu'en France, les places font 5 mètres de long. Ah oui. Pour les créneaux, c'est toute une histoire, mais bon, ça fait partie de ce qu'on sait avant l'achat, et donc on s'en accommode très bien. On peut voir le moteur. On va voir le V6 dans... Est-ce que je vais réussir de... Vas-y. Et donc V6 3 litres atmosphérique, qui est un V6 qui était hérité de Ford, puisque Jaguar dans les années fin des années 90 a été racheté par Ford. Ok. Ouais, alors je sais pas s'il y a un... Non, c'est avec des vérins. C'est Mais des vérins ils sont fatigués. Ils sont un peu. cuits, bon bah voilà, ça fait partie de... C'est parti de Jaguar. Ouais, voilà. Et donc, racheté par Ford fin des années 90 de mémoire à peu près, ils sortent la S-Type, donc avec le V6, notamment avec le V6 3 litres qui est donc le même, qui est un vieux moteur. Et donc, petite anecdote, la DB7 recevra donc ce V6 qui sera x2 pour faire un V12 6 litres atmosphérique, et je crois d'ailleurs qu'il sera aussi sur la DB9. Aston ne faisait pas de V8, donc le seul moyen d'avoir un V8 anglais, enfin sur une anglaise en tout cas, c'était d'acheter une Jaguar. Donc c'était les seuls qui proposaient des V8. Ouais, dans la gamme, et donc Jaguar a pris beaucoup, parce qu'on pouvait le trouver en V8 4 litres Atmo, puis 4 litres 2 compressé, puis 5 litres compressé. Le 5 litres faisait 510 chevaux et qui me fait un peu de l'œil, mais ce serait, je pense, pas raisonnable pour l'instant. Excellente voiture pour le drift de ce que j'ai vu. Ouais, ça part très bien. On peut désactiver le SP, donc ça c'est cool. On a encore des voitures sur lesquelles on peut entre guillemets s'amuser et puis parfois mettre en danger. C'est vrai. Voiture très fiable, voiture très confortable, qui consomme juste un peu. Ce serait son seul défaut. Voilà. Seul défaut, la consommation. La consommation, on est sur autoroute 130 réel, un peu chargé, on est entre 9 et 10 litres. Ok. J'ai pas fait assez de villes pour savoir exactement, on est à peine plus au final, ça va. Et donc c'est tout à fait acceptable vu le gabarit quand on prend en les compte spécifications de la voiture. Bien sûr. Du coup, elle développe, si je me trompe pas, 238 chevaux. Exactement. Ainsi que... Moi, je dis 240. 240 je gagne 2 chevaux pour moi. Alors, c'est 240 chevaux en
théorique, dans la réalité avec la boîte qui est très lourde. Ouais, un convertisseur de couple. Et qui grève un peu les performances. On est plus autour de 200, une voiture qui est relativement lourde. Au final, pas tant que ça au vu des poids actuels, puisque à vide on est sur une tonne 750. Oui. Ce qui rajoute du poids, c'est le châssis acier. Sur les phases 2, on sera sur un châssis alu. Bon après, tant mieux, hein, c'est le châssis, c'est le plus bas du sol. Un train avant assez précis pour le poids de la voiture. Bon là, on s'en rendra pas compte vu l'état du jour des pneus. Mais c'est, en fait, il faudrait changer les suspensions. Les suspensions sont super molles, ce qui est normal. Mais avec des suspensions un peu fermes, je pense que c'est une voiture qui s'en donne très très bien. Ok. Parce que je n'ai pas essayé pour l'instant, parce que c'est pas trop fait pour. Ah non. Mais on reconnaît quand même un châssis assez exigeant d'une marque qui a fait beaucoup de courses, donc ça se ressent à tout petit peu. C'est plus pour une conduite GT plutôt. Oui, c'est ça. Il y a un côté GT avec le côté sweet-tail, moteur atmosphérique. Donc effectivement, c'est plus sur du grand tourisme quand même. Tu peux voir que c'est un conducteur de Jaguar, c'est pas trop jeu. Ouais, exactement, elle a subi un peu... ça a frotté quoi. Ça a frotté. Et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle stratégie marketing de Jaguar avec sa pub Bah, moi je la comprends, puisqu'effectivement il faut savoir que Jaguar a vendu l'année dernière 64 000 véhicules, ce qui est ridicule comparé BMW. Bon, c'est pas la même taille, mais ça peut donner un ordre de grandeur et de comparaison. On est sur presque 1 million de véhicules l'année dernière. Ah oui. Là on est sur 64 000, donc en fait c'est rien du tout. Donc c'est une marque qui est en train de mourir dans la différence la plus totale. Donc ils ont cherché à faire parler d'eux avant d'éventuellement disparaître. Je pense néanmoins que c'est un mauvais placement, c'est une mauvaise direction, dans le sens où il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, notamment sur les réseaux en ce moment, et les gens se tournent vers ça, et Jaguar aurait eu l'occasion de rajeunir sa clientèle, c'est ce qu'on appelle le principe de old money. Ouais. Le new money par exemple dans les voitures, ça pourrait être... actuellement ça pourrait être Audi ou Lamborghini. La Jaguar c'est une marque qui jouit un peu d'une image de tradition, d'exigence, etc. qui sont des thèmes forts à cette old money. Et donc ils auraient pu accentuer ce trait, vraiment jouer sur cette caractéristique. Ils ont choisi de ne pas le faire. Malheureusement je pense que la direction qu'ils ont prise en plus, on a quelques retours d'expérience d'autres marques, notamment aux États-Unis, qui ont essayé de faire ça. Et ça n'a pas fonctionné parce que je pense que c'est pas quelque chose qui intéresse les gens et encore moins les gens qui sont sensibles à cette marque. Donc on verra. Ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière, mais je pense qu'ils ont pas mis le bon coup de pied. C'est pas ce qu'attendent les gens qui ont des Jaguars, qui en ont eu, qui en veulent peut-être une nouvelle et qui aimeraient aller vers cette marque. Puisqu'en fait c'est une marque qui était très intéressante parce qu'on avait l'agrément de conduite de grands... peu importe ce qu'on achetait dans la marque, c'était une marque assez diversifiée. On pouvait avoir un côté Aston Martin avec la F-Type par exemple, qui est un coupé sport. Ah oui. On pouvait avoir avec la version un peu la berline limousine, on pouvait avoir un effet un peu Bentley Rolls. Façon de parler, bien sûr, c'est pas le même niveau c'est pas exactement la même gamme. Mais on pouvait accéder au flegme anglais pour un billet avec des voitures plus rationnelles, des voitures plus utilisables au quotidien. Et donc là, on perd un peu ça. On va sortir des voitures full électriques et tous les constructeurs de luxe ont arrêté le full électrique parce que ça ne se vend pas. C'est Tesla qui vend des voitures électriques et c'est personne d'autre. Donc voilà, à voir. Hein. Moi, je leur souhaite de réussir malgré tout parce que c'est une marque que tout le monde aime bien. Qui a une belle histoire aussi. Qui jouit d'un capital sympathique assez présent. Donc je leur souhaite de réussir, mais je n'aurais pas fait ça si ça avait été moi. Ok. Petite anecdote sur l'arrière de la voiture. Donc quand Tata Motors récupère Jaguar, donc Jaguar était un peu dans un entre-deux, et ils n'étaient pas certains la force de la marque. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on laisse seulement l'emblème derrière sans inscrire Jaguar? Est-ce que ça évoquera suffisamment aux gens pour qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait le nom sur l'arrière? Et donc ils ont longuement réfléchi, ils ont décidé de le garder sur les phases 1. On voit l'inscription Jaguar, hein, là voilà. Et en fait sur les phases 2, ils vont la retirer, ils vont laisser la bande en chrome mais sans inscription. Et ils étaient assez sûrs de leur image de marque pour que les gens puissent identifier la marque juste au logo. Ce n'était pas encore le cas sur ces versions, donc on a encore l'inscription. Alors les gars, à l'intérieur, c'est le luxe incarné. Franchement, la finition des matériaux est incroyable. Ouais, c'est vraiment excellent par contre. Et petite subtilité,
il y a... Des chocobons. Non. Ah bah normalement il y a 3 porte-gobelets, mais là c'est un allume-cigare je suppose. Puis le cuir aussi au tableau de bord est vraiment de bonne qualité. Cependant les Jaguar XF là ont eu pas mal de problèmes, notamment ceux qui les ont eu dans des pays assez chauds ou alors qu'ils les garent dehors tout le temps. En fait comme le pare-brise du coup il prend le soleil, voilà, ça avait tendance un peu à se décoller, à craqueler ouais au bout d'un certain moment quoi. Le volant est très élégant. À l'intérieur, comme le propriétaire l'a dit, c'est très petit. C'est ça qui fait une belle voiture. Bah, pour moi, c'est pas petit honnêtement. Pour lui, oui. Ouais, voici la petite clé du Jaguar. Elle ressemble un peu à celle des Range Rover, franchement. Ça doit être la même base. C'est le même truc. Alors, moi, mon truc préféré, ça se passe juste ici. Je mets juste le contact. Ah, regardez les petites aérations qui sautent. Ça, par contre, c'est stylé. Vous êtes prêts ou pas pour entendre le moteur? Oh là là, c'est magique. Pour le sélecteur de vitesse du coup. C'est le truc le plus fiable de la voiture apparemment. Vraiment pas je pense. Non en vrai si. J'avais vu une vidéo, c'est le seul truc le plus fiable qu'ils ont pu faire. On va se barrer avec la voiture. Non, on part avec la voiture, il est vraiment excellent aussi. Je sais pas s'il fonctionne. Non, je pense qu'il touche pas. Ouais. Le seul problème que je dirais c'est le beige, c'est très salissant. En vrai c'est salissant mais si t'en prends soin, je pense que c'est vraiment... Moi j'adore le compteur, en fait ils ont fait simple, tu vois. Il n'y a pas d'infos en trop, je sais pas quoi. Super simple. On va peut-être filmer les pots d'échappement pour voir quel bruit fait ce V6 essence de 238 chevaux et pas 240. On a oublié un petit truc, on peut refaire fermer. C'est l'info la plus nulle d'aujourd'hui. Regarde, on la rouvre. Le GPS, on voit qu'il est un peu vieillissant, mais apparemment le son, aucun rapport avec le GPS, mais le son délivré par les haut-parleurs est vraiment de bonne qualité. Je sais pas s'ils ont un partenariat spécial avec des gens de... Ah, regardez, non, il n'y a pas de bouton. Donc ça tombe en panne. Tant que les portes sont fermées, je pense qu'on peut dire les choses comme elles sont. Ça va tomber en panne, ça va tomber en panne, tout va tomber. Non, en vrai je rigole, mais j'avais déjà été voir une Jaguar XF pour potentiellement en acheter une et le réglage du volant était cassé en panne. Là, il fonctionne normalement. En vrai, ne le dérègle pas parce qu'après ça va être chiant pour le conducteur. Donc ici, on peut voir les deux pots d'échappement. Les deux sont vrais. On peut voir en bas. Ça fait un petit bruit quand même sympathique, mais c'est très discret. On peut mettre un peu de gaz. Ça fait... Franchement, le bruit il est pas mal. Le bruit est pas mal. Hein. À l'intérieur, ça fait... Ouais, avec le 3 litres là. Atmosphérique les gars, incroyable. Il y a d'ailleurs, on vous a pas encore dit, mais cette voiture a 280 Nm de couple. C'est un peu faible, mais pour une atmosphérique, c'est ce qu'il y a quoi. On se retrouve à l'intérieur. Exactement, dans ce velouté de samplon 98. Et alors on a un petit rétroéclairage automatique, donc de nuit, on le verra pas. Bleu jade, qui est très joli. On pourra pas le voir aujourd'hui. On mettra une petite vidéo qu'on a trouvée sur YouTube. Ouais. Très sympa, très élégant. À part le bruit du moteur, on a une conduite, un passage de rapport quasi imperceptible, c'est très agréable. On a quasiment l'impression d'être dans une voiture électrique. En termes d'assurance, qu'est-ce que ça donne? Parce que j'ai vu qu'il y avait 16 chevaux fiscaux quand même, ce qui est pas mal. C'est pas mal, je paye Je pense que je pourrais avoir mieux, il faudrait que je rebenchmark un peu toutes les assurances, mais je suis sur 80 € par mois, tir étendu. Ça c'est encore plutôt raisonnable je trouve. C'est plutôt raisonnable. Ce qui fait mal, c'est une voiture relativement puissante. Hein. On n'est pas non plus sur un dragster, hein. C'est une voiture qui est plutôt dynamique, plutôt puissante à proprement parler. Mais en fait c'est le blason qui fait que l'assurance tape tout de suite un peu fort par rapport à d'autres modèles. L'assurance prend peur, il voit Jaguar, il se dit c'est des voitures puissantes, etc. C'est des voitures assez chères. Même si c'est des voitures en termes d'accidentologie qui sont représentées, puisqu'en fait c'est déjà peu et c'est principalement des personnes plutôt âgées qui vont acheter ce genre de voiture. Est-ce que tu te considères être une personne âgée du coup ayant acheté Je ne répondrai pas à la question.
Non, je me considère encore pas trop âgé, mais je suis très sensible à ce qu'évoque la marque. Donc ça me dérange pas qu'on me traite de vieux. Est-ce qu'il y a un mode sport ou dynamique? Il y a un mode sport qui est le mode sport des berlines de cette époque, qui est en fait une réactivité accrue de la boîte, qui n'est pas vraiment une réactivité accrue de la boîte. En fait, c'est juste que par rapport à ce qu'on met sur la pédale, elle va envoyer beaucoup plus fort que si on était en mode drive classique, et les rapports seront passés plus tard. Mais la boîte en mode sport ne comprend pas grand chose, et donc on peut céder, on a quand même des paillettes au volant, ce qui est pas mal, et ce qui permet de pallier un peu à la mollesse, j'allais dire, de la boîte. Les convertisseurs de couple comme celle-ci en CDF6 sont faits pour être confort simplement. Oui, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça préserve la mécanique, comme il n'y a pas de... Il n'y a pas d'encrevage direct. On est sur quelque chose qui virtuellement est increvable, quoi. Ouais, sur les Porsche, tout ça, maintenant ils arrivent à faire des choses plus performantes que les manuels. Des boîtes à double embrayage qui sont très réactives, qui sont très précises. Est-ce qu'on ferait pas un 0 à 100 sur une ligne droite? Alors peut-être en rentrant, oui. chaude. On a un peu fait tourner, mais... Après on est quand même 5 dedans, donc la voiture qui est déjà assez lourde. Ah oui. Non, mais le 0 à 100, pas... c'est de mémoire sur la fiche technique, c'est 7 secondes 9, ce qui est pas incroyable du tout. Mais après je pense qu'elle est meilleure en 50 à 100 proportionnellement, ou même en 50 à 130 peut-être. Mais la sonorité est très sympa, un peu rauque, la voiture ne bouge pas, elle est très bien profilée, elle est relativement basse. Les sièges sont hauts dans la voiture, mais le châssis est très bas. Et puis elle est, en termes de prise au vent, elle est très bien au-dessus. À 130, t'as combien de tours minutes sur l'autoroute? Et à 2005. 2005, ouais. J'aime bien la bosse sur le capot. Ouais, exactement. Comme s'il y avait un gros moteur qui se cachait. Les rapports de vitesse sont quand même plus réactifs que sur ma W204, qui est une boîte 5G tronique. Franchement, ça change. Que ZF, ils font des boîtes quand même plus réactives malgré que ça soit des... Ouais, et puis c'est une très bonne marque pour les boîtes. Donc... Ils préconisent une vidange sur ce genre de boîte? Certains disent tous les 10 ans, tous les 100 000 km. Moi, mon garagiste me dit tant qu'il n'y a pas de problème, on touche pas. Avec un plein, tu fais combien de kilomètres? Je fais à peu près, de mémoire, je crois qu'il fait 66 litres le réservoir. Ah, il est quand même grand. Donc on est sur du 10 litres au 100 à peu près, donc on fait un peu plus de 600 bornes. Après, c'est toujours un choix à faire. Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent dans une voiture qui va consommer 20% en moins? Et au final, la voiture, on va la payer 2 fois plus cher. Moi, j'ai fait le choix de payer un peu plus mon prix au kilomètre, mais de payer un peu moins cher la voiture à l'achat. Je pense que même sur le long terme, je suis gagnant quoi qu'il arrive. Surtout que si vraiment on est amené à faire des bornes, c'est un gros moteur atmosphérique avec une injection électronique. C'est quelque chose qui se passe très bien l'éthanol. Moi, c'est pas mon cas. Il faut savoir que l'éthanol, c'est mieux sur une voiture qu'on utilise quasiment quotidiennement. Pour les joints, tout ça. Exactement. Il y a un petit côté abrasif que l'essence n'a pas. Et donc, c'est mieux si on la laisse pas à l'arrêt avec l'éthanol dans le moteur. Et j'ai envie de dire, si on achète une Jaguar, c'est pas trop pour faire des économies. Non, ben voilà, c'est toujours un peu ça. C'est vrai que c'est un peu dommage de faire ça. Est-ce que tu as déjà fait des petites frayeurs à glisser par l'arrière, non? Non. Donc ça tient bien la route. Non, j'ai même mis un coup de volant à 130 sur l'autoroute avec un camion qui se rabattait sur moi qui ne m'avait pas vu. Je pense qu'il y avait un check de caleçon à faire après pour être sûr qu'il n'y ait aucune trace. Surtout sur les sièges cuir. Ouais. Donc, petite frayeur, mais qui n'est pas liée à la voiture et qui n'est pas liée à moi. Mais j'étais assez content de savoir qu'elle a pu bien garder sa trajectoire malgré le petit coup de volant qui était nécessaire à haute vitesse. Donc, non, c'est pas une. Après, maintenant, avec l'ABS et l'ESP, c'est très difficile de se faire peur. Oui. Puis on est quand même sur des valeurs de puissance et de couple qui ne sont pas non plus stratosphériques. Enfin, c'est pas une voiture piégeuse, c'est pas un C63. Le soleil de... Ouais. Comparé à la mienne, justement, qui affiche une moins grande puissance, mais beaucoup de couple. 400 Nm de couple. Là, j'ai déjà eu peur quelques fois, surtout que tout le poids est à l'avant. Donc quand tu es seul dans la voiture, en fait, dès qu'il fait un peu froid, il y a
il y a de la neige ou quoi, c'est inconduisible. Ouais. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets des poids dans le coffre. Ok. C'est un peu con, mais c'est nécessaire. Bon, ça doit être faussé. Ça fait plaisir le soleil aujourd'hui. Ouais. Régulateur de vitesse, donc en fait sur l'autoroute, je joue avec la gâchette là, les une comme celle, et donc s'il n'y a pas beaucoup de trafic, on peut bien anticiper et on est vraiment dans un char d'assaut. J'avais déjà eu l'occasion aussi d'écouter le son des haut-parleurs, et puis j'avais été un peu bluffé. Est-ce que tu as les mêmes ressentis? Alors la marque c'est Amplitude je crois, donc c'est un nom comme ça. Moi je connaissais pas trop, j'ai un ami qui travaille dans la domotique et qui a un bureau d'études acoustiques et il connaît la marque et c'est une très bonne marque. Et le son est très agréable, on a pas mal de haut-parleurs. Pour le conducteur, de chaque côté on en a 3 et on a, je pense que c'est un caisson de basse. Le son est effectivement très bon. Bon après c'est quelque chose sur lequel le cap technologique, enfin il n'y a pas trop de nouvelles technologies à part certains algorithmes pour créer des fréquences, quelques petites choses qui sont dommages dans cette garage de la voiture. On a le Bluetooth mais qui permet seulement les appels, pas le jack pour le contenu multimédia, mais Bluetooth qui fonctionne très bien en maillé. Et des micros qui sont cachés là-dedans. Et franchement, pour passer des appels, malgré le fait que le système est bientôt 15 ans, ça fonctionne très bien. La carte Gold, c'est normal, elle est dans une Jaguar. C'est-à-dire comme sur ta Mercedes, il y a le Bluetooth, mais tu peux pas mettre dessus. Pour les appels, ça c'est une signe d'époque. Ouais, c'est vrai. Bah, on se dit, c'est dommage parce que si ça peut passer du son d'appel, ça peut passer du son de musique ou de radio. Après, c'est des vieux protocoles Bluetooth, donc peut-être que la qualité n'est pas trop au rendez-vous dès qu'on sort d'un appel téléphonique. J'ai déjà essayé de bypass ça avec des applications, effectivement, la qualité n'est pas au rendez-vous. D'accord. Ça m'étonne. Ouais, la technique, c'est que la prise jack, il faut mettre un truc Bluetooth. J'y avais pensé à un visiteur, mais comme mon portable est branché de base pour le recharger, pour l'alimentation, je me suis dit qu'on est. De toute façon, dans tous les cas, on a un câble. On va mettre en jack. Les freins sont. J'ai vu qu'il y avait des disques pas mal gros. Ouais. Ça, pour le coup, les freins sont vraiment bons. Gros disque à l'avant, ventilé, parce que c'est pas de taper dedans, mais très bon. Et puis, il faut savoir que Jaguar sont les inventeurs des freins à disque. Ah oui, c'est vrai. Qu'ils ont mis sur leur voiture d'endurance au Mans, qui créent des gros accidents parce qu'en fait, les voitures concurrentes suivaient les Jaguars, sauf que les Jaguars freinaient beaucoup plus tard, ce qui faisait des accidents. Voilà. Et c'est les inventeurs du frein à disque, puisqu'avant les voitures avaient des freins à tombe. Si je ne me trompe pas, sur le rétroviseur intérieur et extérieur, tu n'as pas des petites options pour pas être ébloui. C'est automatique, je crois. Je crois que celle-là, c'est automatique parce qu'il y a le petit genre de trou. Eh ben écoute, un capteur. Ouais, un genre de capteur. Tu vas prendre quelque chose, c'est vrai que généralement tu as une gâchette qui permet de passer en mode nuit, pour pas être ébloui. Écoute, t'as sûrement raison. Parce que j'ai jamais été ébloui, j'ai jamais fait attention. Effectivement, j'ai cherché s'il y avait une gâchette derrière. J'ai rien trouvé. T'as le petit truc télépéage. Ouais. Alors, qui était l'ancien propriétaire, j'ai retiré. J'aime bien m'arrêter comme ça, je peux repartir. Je connais justement à peu près la 45 AMG et je dois tester que c'est un gros sac. Donc on achète ça, c'est difficile de rester. Il a acheté ça pour le Pop and Bang. Ouais. Et il voulait la voiture la plus petite et la plus puissante. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus. Il y a une Golf GTI. Ouais, je sais pas si Golf GTI, on est à 300 et quelques chevaux. Ça tient pas la 45. C'est 250 chevaux environ. Là, on est sur du 400 chevaux, sur une compacte. Avant que la nouvelle C63 sorte, c'était le 4 cylindres le plus puissant, je crois. Ouais. Ah oui, maintenant les C63, ils sortent en 4 cylindres. Et hybride. Ça, c'est vraiment. T'en penses quoi, Fabrice? Ils sortent en 4 cylindres, les C63. Je me suis passé en mode sport.
retour, ça bombarde. Ouais, bah en fait, ça va être les chevaux sont présents au max, quoi. Et puis comme tu disais, c'est vrai qu'on entend beaucoup le bruit du moteur, ouais, ça c'est agréable. En fait, ça vient de l'avant, c'est pas du tout ce qui est très bien, parce qu'en fait, ça évite de faire le kické et de faire du bruit dans la rue. Donc voilà, donc c'est bien. Moi, je préfère être discret, avoir le son du moteur pour moi. Ça me suffit. Ça me fait kiffer comme ça. J'aime bien, ils sont rembourrés les. Ouais, non mais de moi, fou, hein. on reste quand même sur un segment entre guillemets luxe. Ici, il y a beaucoup d'apparence. Ouais. Et non, c'est une voiture quand même soignée. L'habitacle fait pas trop de bruit. Ça va, franchement. C'est plutôt bien fini. Hein. C'est plutôt bien fini, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de truc. Non, mais la voiture vieillit bien, on verra. Hein. Là, on arrive aux 15 ans, donc peut-être qu'on arrive un peu dans la période charnière. Là, j'ai un ami qui a un X3 V6 turbo diesel, qui est une voiture très sympa. Et là, il y a quelques sons qui commencent l'électronique commence un peu à lâcher. C'est pas fait sur les voitures des années là en général. Ouais. Surtout les voitures, il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Mais il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas non plus des trucs ultra novateurs pour l'époque. C'était vraiment, le problème, c'est vraiment les voitures des années 2000 où il y avait vraiment l'électronique qui arrivait. Et c'était des trucs qui n'étaient pas encore très aboutis. Donc là, ça va. On est 2010. Il n'y a pas de choses extravagantes. Pour l'instant, ça tient. Ça tient à peu près. Qui a la priorité? C'est priorité à lui. Et l'écran, t'en penses quoi? L'écran, il trahit un peu l'âge de la voiture. Hein. Tu peux pas mettre un CarPlay par exemple? Si, alors j'avais regardé, mais sur AliExpress, on peut en fait brancher derrière juste un petit module. Donc on va garder l'écran d'origine qui fonctionne assez bien. Le tactile est plutôt bon. Il n'est pas extrêmement, il répond pas super vite. Ça trahit un peu l'âge de la voiture et ça ne sert à rien. Moi, j'aime plus là et donc on affiche juste une horloge. Et surtout, ça aide moins, ça dérange moins la nuit. Et donc voilà, mais j'aime beaucoup l'intérieur. La console centrale est très docile. Bronze de noyer, beige, métal. Alors c'est du plastique, hein, forcément. C'est de la BS. Et voilà, la combinaison des trois, les différentes teintes de cuir, du plus sombre, du plus clair, je trouve que c'est très élégant. J'ai acheté cette voiture aussi pour l'intérieur. Je trouvais qu'il y avait... Et pour l'élégance. Ouais, c'est ça, il y avait... C'est une voiture qui est à peu près bonne partout. La consommation est encore raisonnable, on n'est pas sur des 15 litres, des trucs comme ça. Les performances sont tout ce qu'il faut en fait. Ça. Pour moi, c'est parfait parce que ça évite c'est pas dangereux. On n'est pas 15 ans sur les dépassements, etc. C'est ça qui peut être dangereux avec des voitures sous-motorisées. C'est que quand on met 15 secondes pour faire son dépassement, c'est relou. Il peut se passer des choses en 15 secondes. Elle est jolie, sans être extravagante. Enfin, elle est jolie, elle est confortable, etc. Donc elle est à peu près bonne partout. Et donc je me suis dit, allons-y. Les gars, pour conclure, on peut dire que c'est une très très bonne voiture. D'ailleurs, on remercie Charles. Merci à vous d'avoir fait lever par ce matin où ça caille. Peut-être une petite dédicace ou un compte Insta, je sais pas. J'ai pas Instagram. Il a peut-être MSN. Non, vu qu'on est à Contrex, je vais dédicacer cette vidéo à la ville de Vittel. Voilà. La ville de Vittel. Non, ça j'accepte pas, ça sera plutôt mon montage. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta et TikTok. On a besoin d'abonnés, malheureusement, ça perce pas trop. Toutes les informations sont en description. J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ceux que j'aime. Non, 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 non.